n'est pas des entrepreneurs super malheureux en France, je trouve. Je suis même plutôt heureux. Tu as cofondé une start-up que tu as emmenée quand même assez loin, Anjaro, qui a été revendue à Silae. 99% de la population a peur que son frigo pète. Quand on se retire le truc du loyer, du frigo qui pète et compagnie, on regarde le boulot un peu plus comme un jeu. C'est important que quelqu'un de ton niveau le dise. Ouais, et ça c'est malsain. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un de très jeune qui veut lancer sa boîte. C'est... Bienvenue dans ce nouvel épisode du Clash au Cash, le podcast qui vous réveille sur le plan juridique, le réveil juridique des entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous recevons Quentin Gulli, un grand entrepreneur. Grand entrepreneur, je sais pas, mais en tout cas, merci pour l'invitation et bonjour à tous les deux. Alors Quentin, toi, tu as commencé ta carrière chez Edenred, LVMH. Tu as cofondé une start-up que tu as emmenée quand même assez loin, Anjaro, qui a été revendue à Silae. Tu nous expliqueras peut-être les montants ou si tu peux, mais bien sûr, tu es aussi couvert par une certaine confidentialité, évidemment. Tu as du coup ensuite racheté, je pense, des parts dans une autre société que tu présides aujourd'hui, Team Starter. Tu nous en diras plus également sur ce sujet. Et on verra avec toi, en fait, tout cet écosystème de la tech française, de la tech parisienne que tu as incarné avec Anjaro. Quels sont les enjeux, quelles sont les différences aussi avec ces boîtes qui aujourd'hui se développent, notamment un certain nombre de personnes qu'on connaît à Dubaï. Et quelles sont les différences profondément entre des entreprises comme celle que tu as créée, revendue. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet? Celui de la différence entre les différents entrepreneurs. Non, mais je crois juste qu'il y a de l'entrepreneuriat et il y a l'argent facile, quoi. Et je pense que l'argent facile, il dure jamais bien longtemps. On peut trouver... Et c'est marrant, j'allais dire spontanément 2-3 pigeons, mais ça m'embête beaucoup de dire ça parce qu'en fait, on parle de gens soit qui n'ont pas la maturité, soit qui n'ont pas le bagage suffisant et en fait... être des charlatans qui profitent malheureusement du manque d'expérience de certaines personnes, je trouve ça navrant. Voilà, donc il y a des entrepreneurs qui travaillent. On va peut-être se faire un peu leurs avocats, puisque ça nous arrive parfois, mais il n'y a pas que des charlatans parmi eux. Il y a aussi des gens qui proposent des choses qui peuvent être très intéressantes, qui peuvent aider réellement d'autres personnes. Nous-mêmes, on en a parfois bénéficié. Mais ce qui m'intéresse dans ton propos, c'est d'en revenir au sujet que pour toi, il y a des entrepreneurs. Oui, voilà. En gros, après, on peut être entrepreneur à Dubaï. C'est quoi pour toi être entrepreneur? Être entrepreneur, c'est trouver un problème et utiliser le véhicule de l'entreprise comme la meilleure manière de le résoudre. C'est à peu près ça. Et donc, de créer quelque chose de zéro ou quasiment zéro pour aller régler un problème. Ça suppose un certain mindset. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, de ton côté, tu as fait des études, je crois, tu as été à Dauphine, tu as eu un parcours en salariat, tu as été salarié d'une entreprise. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui justement t'a fait évoluer, de passer du monde du salariat au monde de je veux entreprendre, je veux changer des choses, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, quel était ton état d'esprit au moment où tu as décidé de créer, même de cofonder Anjaro? Je trouve que ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que, en tout cas en préambule, il faut jamais oublier un peu qu'on est en train un peu de réécrire l'histoire quand on parle de ça, après avoir passé l'ensemble des étapes. Il y a du storytelling, quoi. Ouais, en fait, maintenant que je me connais mieux, maintenant que j'ai 35 balais, j'ai monté ma boîte, j'en avais 25. Je peux vous dire qu'en fait, je suis quelqu'un d'un peu immanageable, en fait. Et en fait, quand je relis mes comportements quand j'étais salarié, je me rends compte que j'ai toujours été un peu immanageable. J'ai toujours été obnubilé par le fait de résoudre des problèmes qui étaient en face de moi, quitte à bypasser la politique dans ma boîte, par exemple, y compris quand j'étais dans des grosses structures. Je me rends compte à la relecture d'événements dans ma carrière que c'est ce qui m'arrivait. Et donc, en fait, qu'est-ce qui fait que j'ai entrepris? C'est que je me rappelle, et ça, pour le coup, je me rappelle très, très bien de me dire, mais j'ai envie de voir si finalement, une fois que j'ai retiré toute la politique autour de moi, je suis capable d'aller régler ces problèmes, ou alors, en fait, est-ce que je suis juste un peu... le con des autres, quoi, d'une certaine manière. Et en fait, je pense juste que j'étais un peu malheureux dans ces environnements
Parce qu'il y a des gens, et ils ont raison, c'est leur boulot de prendre en compte tout un écosystème d'une boîte précise pour ensuite décider si oui ou non on va traiter tel problème, on va s'attaquer à tel sujet, etc. C'est pas ma personnalité. Bah, c'est quand même ce que tu fais maintenant en tant que chef d'entreprise, j'imagine. Bah ouais, mais justement, j'ai cet avantage en tout cas de pas me demander ce que va penser mon chef. Par exemple, sur l'organisation de la vie. Être son propre patron, ça a un énorme problème. C'est que tu penses tout le temps à ton boulot d'une manière ou d'une autre. C'est toujours en backlog. Ça a un énorme avantage. Hier, je parlais avec un copain entrepreneur. On aime tous les deux le vélo. Et le mec, il fait du home trainer pendant des réunions de temps en temps parce que c'est le meilleur moment pour en faire une réunion où il est un peu passif et il veut faire sa séance de sport dans la journée. Et ben, il va le faire pendant qu'il y a une réunion. Voilà. Quand on a vendu Anjaro, que je me suis retrouvé salarié pendant quelques mois, typiquement, ça me traumatisait la notion d'horaire. Du jour au lendemain, j'ai eu l'impression d'être fliqué sur mes horaires. C'était pas vrai. Mais moi, mon sentiment perso, c'était que d'un coup, je pouvais plus agir comme je le voulais. Et j'étais un peu malheureux. Ouais, ça te donne une liberté et à la fois une contrainte, mais qui ne sont pas les mêmes que celles qu'un salarié qui, lui, doit répondre de ses actes, de ses actions auprès d'un supérieur, alors que toi, tu dois, quelque part, tu agis plus librement. En fait, la grosse différence pour un entrepreneur, c'est qu'on n'a pas, entre guillemets, je vais le dire un peu de manière un peu provocatrice, mais on n'a pas le luxe de la démission. Ça n'existe pas. Et donc, ce truc-là fait qu'on doit organiser notre vie, qu'on a le droit d'organiser notre vie pour durer coûte que coûte. Et une fois que j'ai compris ça, ça m'a changé la vie, ça m'a retiré une charge sur mes épaules de me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me rends compte que les jours de congé, je m'en fiche un petit peu, par exemple, ce genre de choses. Par contre, je me rends compte que j'ai une manière d'organiser mes affaires personnelles en dehors du management en ce moment de Team Starter, une manière d'organiser ma vie autour du sport, autour de ce genre de choses, qui en effet vont être différentes de si j'étais salarié. Parce que finalement, mon équilibre personnel, quel que soit ce que je dois mettre dedans, fait partie des critères de réussite de ma boîte, d'une certaine manière. Et d'où le fait que les aménagements du temps de travail sont différents, mais dans le bon sens comme dans le mauvais. C'est aussi ce qui fait que si je veux bosser le dimanche, je bosse le dimanche, par exemple. Voilà, ça va être ce genre de choses. Ouais, et nous-mêmes, moi je me revendique, et je pense que Jean-Philippe aussi, mais complètement entrepreneur également. Enfin voilà, on gère un cabinet, on gère aussi un followers, et très clairement, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que tout, que ce soit ta tête, ton esprit, le sport que tu vas faire, est mis quelque part au service de la performance, au service de l'entreprise, et en même temps, tu es aussi libre de gérer, et cette liberté, je pense que c'est quelque chose qui nous habite tous dès lors qu'on est entrepreneur. Voilà. Et évidemment, ces problèmes-là, ça va aussi pour des vrais problèmes de boulot, entre guillemets, c'est-à-dire que la manière de régler un problème, de passer ou non par une validation, de suivre ou non son instinct, c'est des choses quand t'es salarié, qui ont des guidelines dont tu t'échappes quand t'es entrepreneur. Il y a des fois où, quand je suis en responsabilité devant un client important, au bout d'un moment, j'ai le mandat de représenter la boîte, je peux y aller. Là où, quand t'es salarié, évidemment que t'as des gens à consulter. Ça veut pas dire que tu dois pas les consulter quand t'es entrepreneur, les gens, mais en tout cas, t'as le choix. Et c'est ta responsabilité, finalement. C'est beaucoup plus compliqué quand t'es salarié. Et puis, t'as le coup près d'avoir un chef qui a un peu je trouve qu'il y a un bout de ta carrière dans ses mains. Alors, c'est très intéressant. Avant de passer aux questions qui concernent plus ton réveil juridique, est-ce que tu dirais que est-ce que l'entrepreneuriat, parce que moi je le visualise aussi comme ça, c'est un peu un jeu aussi. T'es un peu dans une compétition. Tu joues aussi comme si on jouait en grand Monopoly. Ça fait vraiment peu de temps que je le vois comme un jeu. Je pense qu'il faut avoir franchi un certain confort matériel, il faut avoir franchi un certain confort potentiellement perso, psy, on met ce qu'on veut dedans, une certaine aisance, pour commencer à se détacher des enjeux et que ça devienne un jeu, justement. Et maintenant, je le vois en tout cas, je sais pas si c'est comme un jeu, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins l'impression d'être chirurgien cardiaque, quoi. J'ai beaucoup moins l'impression de tenir quelque chose de grave dans les mains. J'ai beaucoup plus l'impression que le champ des possibles positif est important.
Et qu'ensuite c'est une question. Donc tu as évolué aussi probablement dans ton mindset par rapport à tout ça. Complètement. En gros, je trouve que être entrepreneur, c'est pas que ça évidemment, mais c'est avoir un jeu de cartes et d'essayer de sortir le meilleur jeu possible. Mais en fait, il y a plein de combinaisons possibles. Il y en a plein. Il y a pas un seul chemin pour y arriver. Il y en a même. Mais c'est marrant parce que je le dis souvent à mes équipes, ça, je leur dis, mais vous savez, en fait, il y a sans doute 100 chemins possibles, dont 60 positifs. Donc on va en prendre un parce qu'on pense que c'est le plus positif à l'heure actuelle avec les éléments qu'on a. Puis peut-être qu'on va bifurquer à un moment, on va prendre le chemin juste à côté parce qu'on se rend compte que celui-là a l'air d'être un petit peu mieux. Mais la réalité, c'est que si on est bon opérationnellement, typiquement quand je parle aux équipes, n'importe lequel de ces chemins aura une issue plutôt positive. T'as géré combien de personnes chez Anjaro et aujourd'hui t'en gères combien Jusqu'à 70, 75 chez Anjaro et là, Team Starter, on est une quarantaine. Tu parlais justement de chirurgien cardiaque et donc tu parles du cœur, donc je pense que tu as fait les choses avec courage, avec ton cœur. Par moments, j'imagine que tu as dû vivre de gros moments de stress aussi. Je sais que quand on a des fonds d'investissement qui mettent quand même une certaine pression, quand on est dans des deals à plusieurs millions d'euros, plusieurs dizaines de millions d'euros, de revente de boîtes, etc. Je sais parce que je t'ai croisé à certains moments et c'est vrai que tu avais parfois des têtes un peu en même temps de surexcitation et en même temps, tu peux nous parler un peu de ce que tu as vécu dans ces moments-là? Ouais, faut toujours recontextualiser dans le sens où on a monté Anjaro très très jeune. On l'a monté très très jeune et moi je suis quelqu'un d'assez passionné, mais je pense qu'en plus quand on n'a pas l'expérience, on compense souvent l'inexpérience par un peu de passion. Par un peu de passion, un peu d'énergie en fait. Et c'est un bon moteur. Et je pense d'ailleurs que si on n'avait pas eu cette essence-là, ça serait pas allé au bout parce qu'on compensait un manque d'un autre côté. Là où maintenant je suis marié, j'ai 2 gosses, je fais un peu plus de sport qu'avant, j'ai choisi en tout cas que le boulot soit plus la composante majeure, mais une composante importante, une des composantes importantes de ma vie. Et je pense que je suis plus performant comme ça que je l'étais au moment où en fait tout prenait des proportions, ça partait trop dans l'émotion en fait. Et ça se comprend pour plein de raisons. Maintenant que je coach des jeunes entrepreneurs, je les vois bien faire les mêmes conneries. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix quand on n'a pas l'expérience ? Et en plus, en même temps, tu devais pas avoir la sérénité financière que tu as eue après ton exit. Voilà, l'exit, c'est aussi se dire à un moment donné, j'ai réussi, donc je pourrais réussir à nouveau. Tu devais être dans voilà, dans ce stress. Il y a plein de choses qui viennent. Il y a le fait que c'est sûr que quand on est très confortable financièrement, quand on a des montants qu'on potentiellement on n'imaginait pas toucher, moi je suis dans un monde assez populaire, en vrai c'est vrai que qu'est-ce qui peut m'arriver financièrement de très grave dans la vie ? Plus grand chose à mon échelle. Donc ça déjà ça détend vachement. C'est clair. Non mais c'est vrai, moi j'ai évidemment on est tous, 99% de la population a peur que son frigo pète. Je veux dire, quand on se retire le truc du loyer, du frigo qui pète et compagnie, on regarde le boulot un peu plus comme un jeu, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est facile de jouer quand on n'a pas peur de perdre. Et je pense que c'est vraiment l'élément essentiel. Et ce qui me rend a posteriori un peu inconfortable avec la question, c'est-à-dire que d'une certaine manière, dans le sens où et c'est pas du tout un reproche, mais quand on y pense, elle est un peu indécente dans le sens où on a le confort que ce soit un jeu, là où l'énorme majorité de la population, en fait, vit ça comme un jeu de survie, quoi. Et là, c'est un peu plus emmerdant. J'aimerais revenir un petit peu au démarrage d'Anjaro et notamment la manière dont les choses se sont faites. Parce que tu as cofondé, tu as donc eu des associés. Il y a eu d'abord l'idée qui est née. Elle est née comment ? Est-ce qu'elle est née de par ton expérience dans ces grands groupes dans lesquels tu as navigué, et tu t'es aperçu qu'il y avait un vrai besoin. Est-ce que ensuite, pour s'associer, est-ce que ça a été simple ? Est-ce que ça a été une évidence ? Ou au contraire, il a fallu chercher des personnes avec lesquelles tu voulais avancer dans cette aventure ? On était 3 post-étudiants et un collègue de l'ENRED. Enfin, je veux dire, c'était ça, malheureusement. Heureusement, j'en sais rien. Heureusement, parce que l'issue, elle est positive. Mais Alex, Benoît et moi, on avait entre, je pense, 23 et 25 ans à tout casser. On avait 0 expérience, pas vraiment de rôle modèle autour de nous dans notre environnement proche qui nous permettait de nous donner des conseils non plus. Donc en fait, comment on a vécu ça ? Mais comme un projet étudiant. Avec Benoît, je me rappelle très très bien.
La première idée, c'était une appli de dating et c'était après 2 pintes à la terrasse d'un bar dans le 14e. Littéralement, à 24 ans, parce que moi, je venais de me séparer de ma petite copine de l'époque et que je me suis dit, tiens, une appli de dating, ça doit être rigolo, mais littéralement. Et en fait, ce qui est assez rigolo, là où finalement on a plutôt été bon, c'est que on s'est dit, ok, vas-y, on part de ça et on se voit tous les mardis soirs. Donc tous les mardis soirs pendant 1 an, on a bossé. Donc en fait, c'est là où on a été sérieux. C'est qu'on était des post-étudiants immatures comme tout gamin de 23-24 ans doit être finalement, à raison d'être. Là où on a été quand même un peu plus sérieux que beaucoup d'autres, c'est que on n'est pas resté sur la petite idée Startup Nation, genre on va devenir riche avec une idée de génie. On a tout de suite compris qu'il fallait bosser et se mettre de la rigueur. Et ça a un peu changé la donne. C'est un conseil que j'ai très peu donné parce que je coach pas mal de jeunes entrepreneurs, mais pas au point d'être à l'idée d'être étudiant ou ce genre de choses. Mais je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un de très jeune qui veut lancer sa boîte. C'est ok, bosse. Ne le prends pas comme un rêve, prends-le comme un vrai projet. Si dès le début tu prends ton projet au sérieux, alors il peut devenir une entreprise sérieuse. Et ça, c'est ce qu'on a très bien fait. Et donc, en fait, ensuite, on a itéré jusqu'à devenir... Alors, ça a commencé en étant une application d'intérim. Et puis, au bout de 4-5 mois, on a fait un pivot avec notre premier client qui était Elior. C'était déjà un super client. Grâce, je le nomme tout le temps, grâce à quelqu'un de visionnaire qui s'appelle Frédéric, qui était à l'époque directeur régional Île-de-France, qui après a pris des postes hyper importants, encore plus importants chez Elior. Et donc en fait, on a eu, je pense, cette flexibilité au début. En fait, je pense qu'on a utilisé le fait d'être assez malléable, d'avoir peu de conviction sur le monde professionnel parce qu'on n'avait pas l'expérience pour en avoir, pour justement s'adapter à la demande du marché. On a été plutôt bon la première année. Alors ensuite, il y a eu des levées de fonds. C'était une époque qui est peut-être plus la même qu'aujourd'hui, où on pouvait, entre guillemets, cramer du cash, hein, si je puis me permettre. Est-ce que tu as vu une différence, justement, entre actuellement et à l'époque? Est-ce que Anjaro était une société rentable, bénéficiaire, ou au contraire, c'était une société qui, finalement, n'était pas encore rentable quand vous leviez des fonds, etc.? Nous, on a toujours été dans une stratégie d'hypercroissance et de burn. Ça a toujours été le truc. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que quand on refait un peu le film, je pense que je me suis jamais vraiment posé la question d'un autre chemin, ou en tout cas très peu. C'est assez malsain ce que je suis en train de dire, hein, mais la réalité, c'est que on a mis le doigt très très vite dans le venture capital. On a mis le doigt très très vite dans un système de croissance dopé au VC. Et donc, l'option d'aller choisir un autre chemin, elle s'est quand même très très peu posée parce qu'il fallait tout... Enfin, en tout cas, à l'époque, on a pensé qu'il fallait plaire à ce type d'investisseurs. Et finalement, il y en avait peut-être d'autres des chemins. La réalité, c'est que je pense que peut-être que maintenant, je ferai les choses différemment. C'est toujours très facile de réécrire l'histoire, mais en tout cas, c'est le chemin qu'on a choisi, qui nous a plutôt réussi. Ouais, puis c'était une tendance de la tech française à l'époque. Aujourd'hui, je pense il y a moins de levées de fonds sur des entreprises qui sont pas rentables. C'était une tendance ou c'était une starification du modèle? Parce que, je veux dire, il y a plein de belles entreprises. La boîte que je viens de reprendre, elle a fait une levée de fonds, mais je crois qu'elle a vécu 3 ou 4 ans sans levée de fonds. Elle a atteint 2 millions d'ARR sans levée de fonds. Enfin, je veux dire, il y avait quand même... et on en entendait moins parler, quoi. On entend souvent parler donc de ces levées de fonds. Chacun y va je dirais, des millions qu'ils ont pu lever. Derrière, quel est l'avis de l'entrepreneur après la levée de fonds? Est-ce que c'est grisant? Est-ce que c'est grisant ou est-ce qu'on se dit il y a beaucoup de comptes à rendre, on est obligé, il y a beaucoup d'obligations qui se mettent en œuvre, et est-ce que c'est plaisant ou pas? Alors, cette question-là, elle est bonne et je la compléterai, si tu veux bien, par une autre question qui est quel est l'avis de l'entrepreneur qui a vendu
après tout ça, parce que je pense que c'est une question qui est super importante. Et je dis ça parce que moi, j'ai un regard sur mes levées de fonds qui est évidemment très différent une fois que j'ai compris tout ce qu'elles amenaient. Et tu le savais pas à l'époque en plus. Bah, je pense qu'il faut l'avoir vécu pour réellement comprendre. Donc, une levée de fonds, c'est grisant parce que ça ouvre un univers des possibles. Et ça, c'est génial. C'est souvent une bouffée d'air frais. C'est pouvoir lancer des projets que tu meurs d'envie de lancer pour ta boîte. C'est hyper engageant pour tes collaborateurs. C'est un vent de fraîcheur incroyable. C'est pouvoir lancer des choses qu'une boîte qui joue pas avec les cartes truquées du venture capital ne peut pas lancer. Donc ça, c'est fantastique comme sentiment. Et en vrai, c'est un truc que j'adore dans l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat tech. C'est ce sentiment Que tu peux aller t'ouvrir des marchés que tu ne pourrais pas sinon. des choses sur ta roadmap, des lignes produits pour certains, enfin c'est quand même quelque chose où la plupart des boîtes vont jouer avec des moyens limités et d'un coup, t'es pas illimité, mais c'est quasiment le sentiment que t'as. Donc t'as ça qui est très positif. Souvent, c'est un process très dur, donc t'as un peu un moment où tu te reposes un peu. Ça, j'ai eu le feedback de plusieurs entrepreneurs, d'un truc un peu où tu relâches, qui est très mauvais. C'est vraiment un truc à pas faire. Mais malheureusement... Les 6 mois post-levée de fonds, t'as une ouais, telle pression. Ou 2, 3, je sais pas, je sais plus, en tout cas. Mais ouais, et ça, c'est malsain. Et c'est lié à plein de choses. C'est lié peut-être aussi, c'est peut-être la faute des investisseurs, la manière dont ils traitent la levée de fonds, la manière dont ils te forcent un peu à te détacher de ton business alors même que c'est un moment où tu devrais pas, etc., etc. Bon, c'est le jeu, on passe tous par là, on joue tous avec les mêmes règles du jeu, le même marché, mais en tout cas, c'est un constat. Donc, t'as un peu ce sentiment-là. Et après, alors, il y en a qui vont te parler des oh shit meetings, de ce genre de choses, du moment où tu soulèves le tapis avec tes investisseurs. Et je pense que c'est un truc que je gère beaucoup mieux maintenant. C'est-à-dire que là, c'est en fait ce qui se cache derrière, c'est quel est le ton que tu vas donner à la relation avec tes investisseurs. Et c'est très compliqué parce que le marché fait que tu dois leur plaire pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois de levée de fonds. Tu dois vachement enjoliver les choses. En tout cas, tu dois montrer les choses positives. Et du jour au lendemain, il faut vraiment jouer ton rôle d'entrepreneur et t'attaquer aux vrais problèmes de ta boîte. Et donc, cette schizophrénie, exactement, je pense qu'elle est assez facile à gérer une fois que tu as compris que tout le monde connaissait les règles du jeu. Ce que maintenant j'ai très bien compris et je trouve ça, j'aime beaucoup à l'heure actuelle en tout cas. Je suis enregistré, on verra ce que tu me dis le futur de ma relation, mais j'aime beaucoup la relation avec mes investisseurs actuels pour cette raison-là. C'est que j'aime bien parce que on se dit les choses, en fait, et tout devient un élément factuel. Comment est-ce que je parlais du jeu de cartes. Alors comment il a changé le jeu qu'on avait dans les mains depuis la fois dernière. Puis bah voilà, c'est factuel. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de il a un passé, il a mené une boîte vers un certain succès, il a bien vendu, et aujourd'hui il se retrouve avec une nouvelle aventure, on lui fait confiance. Est-ce que justement cette confiance elle n'est pas plus grande aujourd'hui vis-à-vis de toi que lorsque tu as fait ta première levée de fonds avec des investisseurs qui ont misé sur toi? Après, il y a des choses qu'on a très bien faites, d'autres qu'on a moins bien faites chez Anjaro, et il y avait évidemment des gens plus contents que d'autres, quoi. Donc voilà, ça s'est plutôt bien terminé, mais on n'est pas Alan, on n'est pas Payfit, on n'est pas des succès incroyables de la tech. Donc, je veux dire, je viens aussi avec mon bagage de défauts, quoi, hein, dans une relation. Donc, ouais, il y a un peu de posture chez moi. On revient notamment... Les fonds, ils investissent aussi dans une équipe et dans son dirigeant à un moment donné. Voilà, mais je pense que vraiment, j'ai l'impression que ça tient... C'est rassurant, mais je crois qu'au final, il y a vraiment la manière dont on se parle, la relation très humaine, je pense qu'elle joue énormément. Pour être vraiment clair, si, et c'était pas possible, quand j'avais 25 ans, j'avais parlé de la même manière que je parle à mes actionnaires aujourd'hui, à mon board de l'époque, je pense que les relations auraient été plus smooth dans certaines situations déjà, alors que j'avais pas la chance d'avoir monté une boîte qui a fait un exit. Donc dans Team Starter, tu reprends cette même philosophie d'Anjaro, tu relèves des fonds ou Moi là, j'hérite d'une boîte qui a levé des fonds.
Voilà, un climat un peu particulier dans le sens où, enfin, sans rentrer dans trop de détails, j'ai remplacé au pied levé une dirigeante qui pouvait plus opérer. Voilà, donc c'est un truc un peu particulier. J'ai un mandat un peu de continuité d'une certaine manière et en même temps, faut que je mette ma patte. Donc ça, c'est assez compliqué. Donc là, je suis dans un jeu, en effet, de venture capital, etc., avec des enjeux de croissance, ce qui rend le truc super intéressant. C'est une zone de confort. En tout cas, c'est des problématiques que je connais. Ça, c'est plutôt très positif. Et donc tu es un chef d'entreprise, tu présides des boîtes. C'est quoi ta zone de génie entrepreneurial? Tu dirais, si tu avais une qualité, est-ce que c'est plutôt le côté meneur d'hommes? Est-ce que c'est plutôt le côté, justement, compréhension des besoins Vraiment, clients? je sais Est-ce pas. que J'aime beaucoup réfléchir au PMF, au Product Market Fit. J'aime beaucoup trouver un Product Market Fit pour un problème et une solution, et donc un problème qui existe mais une solution qui n'existe pas encore tout à fait, qui est un peu imparfaite sur le marché. J'aime beaucoup me creuser la tête, réfléchir tard le soir sur ce genre de choses. Je pense que je suis pas trop mauvais là-dedans. Après, vraiment, sincèrement, je crois que c'est une question qu'il faut demander aux gens que je manage. Ou que je lead, parce que je pense que je suis beaucoup plus dans le leadership que dans le management. Même maintenant, je pense que c'est un fait avéré, les gens qui me connaissent le savent. Je pense que je dois pas être un trop mauvais leader, en tout cas dans certaines circonstances, mais j'aime pas trop le mot génie, déjà parce que si je devais avoir des coups de génie, c'est pas à moi de les définir, et de deux, parce que je pense que c'est toujours pareil, c'est des choses qui m'importaient quand le boulot avait une place plus importante de ma vie. Mais en vrai, qu'est-ce que je m'en fous maintenant d'être un génie au boulot? Non, mais c'est vraiment, c'est le, je rigolais avec un copain récemment, je lui disais, c'est fou comme j'ai envie d'accomplir des super trucs au boulot. Si mes actionnaires écoutent ce podcast, je vous assure que j'ai envie qu'on fasse un truc super. Et la réalité, c'est que dans la reconnaissance sociale que moi, Quentin, j'attends de mon écosystème, de mes amis, de mes proches, faire un marathon ou faire une épreuve d'ultra-distance en vélo est plus important dans mes schémas de reconnaissance sociale que de refaire un bel exit et avoir plus d'argent et parce que je saurais pas quoi en faire, parce que l'exit, c'est aussi de se demander ce qu'on va faire après de sa vie, et des fois c'est confortable de pas se demander ce qu'on va faire après dans sa vie. Et non, mais c'est bête ce que je suis en train de dire, mais donc voilà, donc tout ça pour dire que la reconnaissance de Quentin au travail, si ce n'est que j'espère que les gens sont heureux de bosser et qu'ils ont l'impression de bosser entre gens intelligents pour des choses intelligentes, c'est Mais bien cool. c'est quoi pour toi les 3 qualités d'un bon leader, puisque Ça, c'est autre chose. C'est de s'assurer déjà de créer une structure qui va faire le lien entre la vision et le besoin opérationnel et la déclinaison opérationnelle. Ça, pour moi, vraiment, c'est-à-dire créer une structure. J'insiste vraiment sur ce truc, c'est comment est-ce que je crée quelque chose qui n'est pas dépendant de moi et qui va vraiment opérer convenablement. Ça, c'est super important. Une autre chose, je pense que c'est un gros degré de lucidité. Et souvent, la lucidité, elle te permet d'avoir les bonnes discussions avec les bonnes personnes. Et alors, un truc que je me suis découvert, et Dieu sait t'en parler tout à l'heure, j'étais quelqu'un de très stressé chez Anjaro, je le suis beaucoup moins maintenant. ça se Pour voit. plein de raisons. Ouais, je crois que ça se voit. Non, mais vraiment, je crois que ça se voit. Mais pour plein de choses, encore une fois, mes priorités sont un peu différentes. J'ai des gosses. Enfin, il y a plein de choses qui jouent. En fait, T'as sans doute maintenant la confiance profonde en toi que tu n'avais peut-être pas à l'époque. ouais, j'ai peut-être réglé. Et puis, j'ai peut-être réglé des trucs perso que j'avais à régler avec moi-même. Enfin, il y a plein de bonnes choses qui fait que j'ai moins ce besoin, beaucoup moins ce besoin de bomber le torse ou de réussir quelque chose qui va prouver au monde que je m'en fous. C'est exactement ce que je disais juste avant. Et je crois que cette sérénité, c'est une qualité que je suis en train de développer, que j'ai plutôt bien développé ces dernières années. J'espère vraiment continuer dans cette voie-là, parce que je me rends compte qu'elle est hyper contagieuse. Et on Même est en pour plein... tes enfants. Ouais, mais ça c'est une rigueur. Typiquement, c'est une rigueur depuis que Lily, ma fille, elle a 3 ans, elle est née. C'est un truc, je me dis, ok, il y a un Chinese wall quand je rentre à la maison, quoi. Au maximum, il faut pas que ça déborde. Je suis quelqu'un qui est plutôt, enfin, j'espère être plutôt drôle dans ma vie perso. Et en gros, il faut que Lily, elle ait cette image-là de papa, en gros.
Je veux pas que Lily, quand elle parlera à son petit mec ou sa petite meuf à 20 ans, elle dira ma jeunesse, c'était quand même les coups de fil de mon père tard le soir qui gueulait sur le boulot. Non, pitié, pas ça, quoi. Et cette sérénité, je pense qu'il faut vraiment la faire découler au boulot. Et je le dis, je le répète, je le dis aux équipes, on n'est pas chirurgien cardiaque. On se trompe, personne meurt. Punaise, on bosse pas dans un service réa, quoi. Enfin, je veux dire, vous m'avez compris, on bosse pas dans un hôpital, quoi. Et c'est super en important. fait, même nous qui sommes avocats, à certains moments, on peut traiter aussi des problématiques où il y a des enjeux qui peuvent être assez graves pour les personnes. Mais de toute manière, et je pense que c'est pareil à l'hôpital, même un chirurgien cardiaque, à un moment donné, si tu mets pas de la distance de toute manière et que tu es trop pris par les trucs. Dépassionné. Je pense que c'est ce mot-là qui est important. D'ailleurs, que ce soit chez les médecins, les avocats ou autres, à un moment donné, je pense que tu peux avoir un certain cynisme qui pourrait choquer des personnes qui sont pas du milieu s'ils voient, mais en fait, tu es obligé d'avoir à un moment donné cette distanciation. La distance n'empêche pas l'intelligence situationnelle, quoi. Oui, bah voilà. Après, ça veut pas dire que tu fais pas preuve d'empathie avec les personnes sur le moment, clairement. Tu peux rigoler avec ton associé d'un truc un peu grave et rester tout à fait courtois, cordial et empathique avec quelqu'un qui t'annonce un cancer ou une potentielle amende de 500 000 euros. Tu vois, je pense que tu es tout à fait capable de gérer ce genre de choses. Ou alors, c'est qu'il faut changer de boulot ou faut te prendre une formation d'urgence ou un coach d'urgence. J'aimerais qu'on aborde, puisqu'on est sur un podcast qui parle de réveil juridique des entrepreneurs, j'aimerais que tu nous évoques les défis majeurs auxquels tu as pu être confronté justement sur le plan juridique, des questions que tu n'avais pas peut-être anticipées, imaginées et auxquelles tu as dû traiter. Ouais. J'en ai une ou deux. Alors, il y en a une qui est un peu tarte à la crème, mais je la dis parce que sur Anjaro, ça nous a beaucoup suivi. C'est nous, on a créé Anjaro et très très rapidement, on a eu la vague RGPD. Et on a travaillé avec toi, Henri, à l'époque sur ces sujets-là. Et c'était quelque chose, comme on était une petite structure qui bossait exclusivement avec des grands groupes pétrifiés par ce sujet RGPD, à l'époque sans comprendre un mot de ce qui était en train de se jouer, qui était somme toute pas si compliqué à traiter, hein. Enfin, faut dire ce qui est. Finalement, la RGPD, c'est, alors là, je parle sous votre contrôle, des questions de consentement, des questions, enfin voilà, On en revient toujours au consentement. Et ouais, non, finalement finalement de courtoisie numérique, quoi. Non, mais c'est pas beaucoup plus compliqué, quoi. Non, c'est transparence. Respect, c'est exactement ça. En fait, on y pense, c'est des choses assez logiques de déontologie dans notre secteur, quoi. Je pense qu'on a bien fait de légiférer typiquement sur ce genre de choses. Mais donc à l'époque, c'était un vrai sujet parce qu'il y avait la solution et le marketing de la solution, voire l'explication de la solution à des gens qui n'étaient pas toujours compétents pour la comprendre. Pour des bonnes raisons, hein. Mais la réalité, c'était que quand on parlait, encore maintenant, en fait, j'ai des gens en premier rendez-vous, ça me choque, qui me disaient alors sujet RGPD et compagnie. Non mais on est une boîte dans la tech de 40 personnes qui bossent avec 2/3 de grands groupes. Je comprends que la question soit importante, mais je ne comprends pas comment elle peut encore venir au premier rendez-vous. Vraiment, je dis pas que c'est pas bien. Je pense que ces gens ont raison de se la poser parce que s'ils nous la posent, c'est que leur département juridique leur tombe dessus à chaque fois qu'ils veulent se lancer avec un nouveau prestataire. C'est complètement légitime qu'ils nous posent la question, mais c'est marrant que le marché en soit encore là. Et donc, c'est parce que évidemment qu'on est équipé. Parce que quelque part, pour vous, ça a été aussi, et c'est une question que je pose, est-ce que ça a été un peu une valeur différenciante, un game changer ? Mais non, c'est une question de survie. Comment peux-tu survivre dans le digital depuis les années 2010-2015 sans être au clair, notamment quand tu travailles en B2B avec des grands groupes, sur la RGPD. C'est impossible, tu survis pas, tous tes contrats pètent. Tu ne signes pas de contrat si t'es pas au clair là-dessus. Et c'est ça que je trouve assez drôle, c'est que évidemment que la présomption réglementaire, enfin de fit avec la réglementation, pardon, je perds mes mots, elle devrait être positive vu qu'on a déjà toutes les références et évidemment que ces gens-là nous ont posé les mêmes questions. Et en fait, je me rends compte que c'est des questions qui viennent, alors que c'est une question de documentation, de processus, de ce genre de choses, très tôt, alors qu'au final, la réalité, c'est que tout le monde, toute boîte de plus de 3, 4, 5 ans qui a tenu des relations de longue durée avec des grandes organisations respecte ça. Et ça, on l'a connu en 2015 pour revenir sur vraiment mes gros problèmes. Et là, on en a chié, quoi. On en a chié.
parce que quand t'arrives, moi je me souviens de réunions, mais génial, ils nous ont tellement bien accueillis avec Sodexo, mais vraiment, enfin je pense à Maria en l'occurrence, elle s'appelle, que je nomme souvent parce qu'elle nous avait énormément aidé, elle avait créé des grosses réunions. À l'époque, les RGPD, vraiment, c'était encore un mot qui faisait très 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 peur, un sigle qui faisait très 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 peur. Là, il fallait expliquer qu'on était raccord, mais finalement, les gens savaient pas ce que c'était que d'être raccord. Qu'en fait, on leur expliquait si on les regardait, mais les gens, ils restaient un peu dubitatifs parce que la RGPD, je pense vraiment qu'ils confondaient avec de la sécurité, ils confondaient avec, c'était ça, 2015, Ouais, bien 2016, sûr, bien sûr. 2017. Et quoi. oui, et puis en fait, parce qu'il y a des obligations aussi de sécurité qui font partie du RGPD, et effectivement, personne, même les conseils, ne savait forcément quoi faire. Du coup, il y en a qui ont beaucoup facturé à ne pas faire grand-chose d'ailleurs. C'est de bonne guerre. Mais oui, mais toi, tu dis, oui, toute boîte, mais moi qui ai du recul d'avoir travaillé avec pas mal de boîtes différentes, je sais que vous, chez Anjaro, vous étiez quand même des bons élèves du RGPD. Et quelque part, forcément, ça se ressentait pour vos clients et je pense que ça devait aussi accélérer les deals parce qu'ils vous voyaient extrêmement sérieux. Et c'est ce qui a fait que vous étiez une boîte qui a aussi eu Alors, du succès sur ce plan-là. Peut-être qu'il y a un lien qui est que moi je considère que quand tu es une petite boîte qui va vendre à des Goliaths, grosso modo, tu parais toujours minable. Et donc, tu dois forcément être 2 fois meilleur que tes interlocuteurs, quasiment. Tu dois être plus pro que tes interlocuteurs. T'es obligé si tu veux gagner, en fait. Surtout à cette époque-là où il y avait beaucoup de juniors chez Anjaro. Donc, fallait encore plus se baquer. Parce que t'as l'air d'un piou-piou, mais voilà, t'es un piou-piou, en fait. Donc, en fait, quand t'avances un truc, t'as intérêt à avoir raison. Parce que si les gens te challenge et ils se rendent compte que t'es en train de raconter des cracks, ça commence à poser problème. Donc, on avait, je pense qu'on là-dessus, on a été plutôt bon à l'époque sur ce genre de choses. Donc on a eu ce défi juridique. Moi, je trouve qu'il se traîne encore un peu sur le marché, mais bon, les relations sont vachement apaisées maintenant. Mais ça a été entre 2017 et 2020, je dirais. Je pense que c'est à peu près le moment où ça a été un peu plus chaud. 25 mai 2018. Mis dans l'application du RGPD, mais il y avait l'avant. Et il y avait l'après. Et en termes donc de défis juridiques, au-delà du RGPD, sur voilà des aspects liés à la structuration de ton entreprise, liés à l'association en elle-même, avec tes relations avec tes associés, il y a eu... Ouais, non, ta question, elle est hyper intéressante parce que je trouve que ces questions-là, on se les est pas assez posées. Je me les suis beaucoup plus posées là en reprenant Team Starter. En fait, je trouve que là, le juridique devient un moyen pour raccrocher à tes valeurs, la façon dont tu vois l'entrepreneuriat, la manière dont tu vois le partage de la valeur, la manière dont... Il y a énormément de choses comme ça. Chez Anjaro, on avait sur les BSPCE par exemple, on n'avait pas trop réfléchi à la manière au tout début dont on allait le faire, le ventiler. Là, on a été beaucoup plus stratège. Moi, j'avais une volonté qui était que tout le monde ait des BSPCE dans la boîte chez Team Starter. C'est une des conditions que j'ai données à mon associé qui était absolument d'accord. Donc qu'on a mis quasiment dès que je suis arrivé. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que pour ceux qui nous écoutent, les BSPCE, comment ça fonctionne, comment ça se passe? Les BSPCE, c'est des fausses stock options. C'est des parts que vous allez acquérir à la valeur, grosso modo, si je schématise, du titre à l'instant T. Et que vous allez revendre à la valorisation de l'exit. Voilà, ce qui veut dire, pour être très très clair, que en fait vous êtes vraiment incentivé sur la création de valeur entre aujourd'hui et le moment de l'exit. Et je pense que c'est la manière dont on doit raconter l'histoire à ses collaborateurs. C'est super important parce que Dieu sait qu'ils le pigent pas. Et ils ne pigent pas que c'est pas des actions gratuites, ils l'oublient, ils se racontent l'histoire qu'ils ont envie de se raconter. Enfin, beaucoup oublient. Et c'est normal, c'est pas leur métier, c'est pas leur quotidien, mais c'est vraiment important d'expliquer la philosophie. C'est vraiment, tu vas toucher à hauteur de la valeur qu'on va créer entre aujourd'hui et le moment où il y aura des liquidités. Et ça, je pense qu'une fois qu'on a compris qu'il fallait l'expliquer comme ça, d'ailleurs,
ça change la manière dont on l'utilise. Parce qu'après, il y a des enjeux. Si tu quittes la boîte avant, est-ce que ça se revend? Est-ce qu'ils sont applicables? Est-ce qu'ils sont inapplicables? Et potentiellement, c'est pas le bon truc. Si vous nous écoutez et que vous avez des BSPCE. Non, mais c'est hyper important parce que ça peut être un mécanisme. Moi, je l'ai connu, j'ai des copains qui l'ont connu, ultra déceptif, y compris au moment de l'exit. Et quand, en tant que patron, on veut justement incentiver ses collaborateurs, les récompenser, je sais pas si je trouve le bon mot, mais en tout cas les associer à la valeur de la boîte, ça peut être déceptif, y compris pour soi, finalement. Et justement, Team Starter, c'est un petit peu le lien avec tout cela aussi. C'est une manière d'amener les salariés à avoir des initiatives, à être dans des projets, d'aller où c'est différent. Moi, je pense que ça fait le lien avec aussi une manière dont moi je me vois en tant que dirigeant, et donc je suis content en fait que l'objet de Team Starter ce soit justement de générer, de mobiliser un collectif, d'avoir des mécanismes de bottom-up, d'avoir des ponts entre la création de valeur du terrain et le management, ce genre de choses. Enfin, c'est Team Starter, notre boulot, pour être très très clair, c'est de permettre à des collaborateurs de proposer des projets plutôt d'amélioration continue ou de qualité de vie au travail, qui sont en lien avec la stratégie de l'entreprise. Donc comment ça se passe? Des dirigeants, un COMEX vont dire, je sais pas, un objectif comme mieux accueillir nos clients en agence si on est dans des banques, et donc les collaborateurs vont avoir entre 1 et 3 mois pour proposer des projets très concrets de mise en application sur le terrain pour mieux accueillir les clients en agence. Ensuite, il y a un système de vote qui se met en place où les collaborateurs soutiennent des projets, ce qui donne une indication de pertinence à la direction. Donc, pour revenir sur ton propos, ça fait le lien dans le sens où je rattache ça à mes valeurs. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, mes valeurs vont teinter, qu'on le veuille ou non, le management de la boîte. Et donc, évidemment que je suis très à l'aise avec le fait que j'ai envie de partager la valeur avec mes collaborateurs, avec mes actionnaires aussi, et c'est pas fin, genre je le pense sincèrement. Et je suis assez content que ma mission au quotidien, ce soit d'une certaine manière que cette mobilisation du collectif, cette création de valeur collective, on y contribue dans d'autres boîtes que la nôtre, quoi. Notre boulot, c'est ça, c'est d'aider des collectifs à créer de la valeur de manière, c'est un peu galvaudé tout ce que je veux dire, mais plus intelligente, plus saine que ce qui peut se passer dans des organisations extrêmement pyramidales parfois. Quelque part, c'est de l'énergie en mouvement et tu aides à lui donner forme à différents niveaux. Ouais, moi, c'est ce que j'aime. Et je pense que pour revenir sur des questions très juridiques, je pense qu'il y a un moment où il faut, entre associés, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut ? Vraiment, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi nos valeurs de dirigeants? Et au bout d'un moment, je suis un peu caricatural, si on veut être un peu égoïste, si on considère que, en gros, c'est un cercle fermé qui peut être les associés, qui peut être le board, qui peut être un peu plus large avec le CODIR ou qui peut être extrêmement large avec tous les collaborateurs, en fait, ça, il faut se poser ces questions-là. Et à quelle hauteur? On attend quoi? C'est une prime d'intéressement de quelques centaines d'euros qu'on attend, parce que peut-être qu'on est dans un écosystème avec beaucoup de collaborateurs où ça représentera déjà beaucoup, et peut-être qu'on est sur une boîte qui est jugée à l'EBITDA, et donc dans ce cas-là, les mécanismes de participation aux bénéfices vont être plus intéressants, ou est-ce qu'au contraire, le jeu, c'est la fin du jeu, c'est l'exit, et donc dans ces cas-là, en fait, on veut incentiver tout ou partie des effectifs, ou pas du tout d'ailleurs, à cet exit. Et si on s'est posé franchement ces questions-là, si on s'est fait un week-end à vraiment réfléchir à ça, je pense que c'est le moment où on est mûr pour appeler ses avocats et dire ok, maintenant comment on fait? Est-ce que tu as le sentiment de l'avoir fait suffisamment avec dans l'aventure Anjaro, où c'est avec le recul tu te dis ah oui on a peut-être passé à côté? Pire, parce que je pense que parfois on s'est un peu, sans rentrer dans le détail, un peu raccroché aux branches en voulant a posteriori, mais parce qu'on a mûri pendant tout ça, on est devenus les entrepreneurs qu'on est aujourd'hui au fil du chemin, avec déjà des actionnaires existants, avec déjà des collaborateurs existants, avec un passif sur la structuration de la rémunération, et évidemment que plus tôt on se pose ces questions-là, plus c'est facile de structurer les choses. Et puis il y a un autre problème, c'est que ces sujets-là, ils sont toujours prioritaires, mais ils sont moins prioritaires que le coup de fil du client en colère, que le contrat en signature, que la levée de fonds en cours, malheureusement. Et donc, en fait, et c'est un tel chantier, une fois quand on s'y prend trop tard,
Enfin, quand on s'y est pas pris forcément. Trop tard, c'est pas le mot, c'est pas la bonne expression. Mais en tout cas, plus t'attends, plus c'est compliqué. Vaut mieux le faire à 10 qu'à 70. Enfin, voilà. Comment on gère la croissance, justement? Ce passage on commence à engager, à avoir des collaborateurs, et puis ça grossit, on doit gérer une forme de croissance, faire que tout le monde s'entende, faire que tout le monde aille dans la même direction pour diriger toutes ces énergies. Ça se passe comment quand on monte en puissance? Est-ce que c'est une phase qui t'est apparue finalement, voilà, sans trop de difficultés ou Ah non, c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà, entrepreneur, c'est compliqué. Enfin, je pense que déjà, travailler dans plein de domaines, pas être qu'entrepreneur, c'est compliqué. Donc évidemment, quand on est dans un truc où où on court un lièvre qui court vachement vite, voire plus vite que soi, c'est compliqué. L'hypercroissance qui a été notre cas pendant pas mal d'années chez Anjaro, et même quand on a eu des périodes de place où on est reparti en hypercroissance, c'est avoir une structure plus petite, moins bien organisée que le stade où on est réellement la boîte. En gros, pour la faire très très simple, Tu joues en Ligue 1 et... en gros c'est simple. Si tu fais x2 sur un an, pour le dire autrement, toi, tu as un effectif qui, au 1er janvier, est calibré pour X. Donc, quand tu es à 2X, le temps de t'en rendre compte, le temps d'embaucher les gens, le temps de comprendre quel profil il te faut et compagnie, la boîte, elle est déjà beaucoup plus grosse que la manière dont elle est structurée. Et ça, en fait, c'est hyper compliqué parce que donc, c'est un jeu permanent, l'hypercroissance. Et là, je trouve que l'expérience me sert vachement maintenant, entre ce que tu peux te permettre maintenant et ce qu'il te faudra demain. Et en gros, c'est toujours ce fil sur lequel il faut marcher, embarquer tes actionnaires là-dedans, embarquer tes collaborateurs là-dedans, parfois te séparer de gens pour embaucher des nouveaux profils, créer des nouvelles structures, jouer sur des inconnus. Des fois, ça se joue 1 ou 2 contrats en vrai. Et donc, c'est comme ça que tu le fais. Et je crois qu'un élément essentiel, c'est quand est-ce que tu comprends que ton équipe de management, elle est composée des gens qu'il faut. Et j'ai compris très très tard, mais je crois ultra récemment, qu'en fait une bonne équipe de management en hypercroissance, mais je crois que ça vaut un peu partout, mais la pression elle est vraiment très très forte quand tu es en hypercroissance. C'est quand tu sors d'un Comex, les gens savent ce qu'il faut faire et le font bien et le transmettent bien aux équipes. En gros, si je suis un peu caricatural, là ça va sembler être de micromanagement, alors que ce que je veux dire c'est un peu l'opposé, mais est-ce que quand tu te dis qu'il y a un nouveau positionnement produit et que une semaine après tu regardes la presse à un client, à un nouveau prospect, en fait ce positionnement il est retranscrit, comme on se l'est dit en Comex, de la bonne manière, avec le bon niveau de discours, avec les bonnes preuves, avec la bonne data, etc. Et quand tu te rends compte que à chaque fois ça va du tac au tac, que l'itération est incluse dans tes opérations, c'est-à-dire que la boîte n'est pas pétrifiée par l'itération. Ça, c'est hyper important. Il y a des fois où tu cherches. Et en gros, ça veut dire que quand itère, il faut que ça aille super vite. On a un comité restreint qui décide d'aller par là, les équipes arrivent à être engagées, et si tu rechanges, elles restent engagées. Parce que la boîte va vite, parce que évidemment, il faut le faire le moins possible, et le mot possible est super important. Parce que des fois, il faut itérer. Moi, ça m'est arrivé en arrivant là chez Team Starter. Mais quand justement la structure arrive à bouger aussi rapidement que tu le veux, parce que en fait, tu as la bonne équipe de management qui est très très alignée, qui joue collectif. Et voilà, je trouve que quand tu as ça, tu as résolu un énorme problème. Quentin, est-ce que tu penses que pour faire du cash, il faut des clashs ou finalement ce que tu viens de dire là, c'est pas tellement ça quoi en fait? Ouais, je le pense de moins en moins. Je le pense vraiment de moins en moins. Je pense que potentiellement la menace du clash peut être intéressante. La possibilité du clash peut être intéressante. Je pense qu'elle est nécessaire, malheureusement, en fait. Elle est, en tout cas, dans le monde tel qu'il est shapé aujourd'hui, c'est tout. Ça doit faire partie des options. Je pense qu'il y a des gens qui construisent leur carrière autour du clash. Moi, je pense qu'une bonne relation avec tes conseils, elle doit te permettre de l'éviter. Mais parce que c'est un peu on revient à la même chose que tout à l'heure, ça m'intéresse plus trop.
ça m'intéresse pas trop. J'ai pas envie de sortir d'un meeting en ayant gagné. J'ai pas envie, ou de rentrer même dans un meeting avec l'envie de gagner. J'ai envie de gagner, mais dans le sens où j'ai envie qu'on gagne un peu tous. J'ai envie de faire des affaires de la manière la plus saine possible. Et évidemment, c'est pas toujours possible, mais je suis encore un peu candide là-dessus. Même je le suis plus qu'avant, je crois. J'ai vraiment l'impression que ça demande de bosser avec les bonnes personnes. Ça demande aussi à ce que le clash fasse partie intégrante de tes opérations, dans le sens où si clash il doit y avoir, ça fasse partie du business et il y a des gens qui le gèrent, mais ça vient pas contaminer ton business. Ça vient pas te contaminer toi en tant qu'entrepreneur. Évidemment, il y a des fois où ça doit être géré par toi, mais j'ai vraiment en tout cas pas envie que le clash fasse partie de mon quotidien. Ok. Le clash, c'est aussi les échecs que tu as pu avoir. On parlait. Dites-nous là, parce qu'il y a quand même beaucoup de valeur qui est apportée par Quentin. Merci beaucoup. Mettez des commentaires, des partages, des pouces bleus si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce podcast. En tout cas, nous, on apprécie beaucoup discuter de tout ça, parce que en plus, on t'a souvent vu dans les périodes de rush, mais on n'a jamais souvent eu d'occasion de discuter, puisque c'est le malheur de votre boulot. Ton temps est précieux. C'est aussi ça l'occasion de ces podcasts. C'est aussi de prendre du temps d'échanger, de discuter. J'ai l'impression que du coup, toi, tu as été quand même assez réveillé tôt sur le plan juridique. C'est-à-dire que tu as pensé dès le début que le juridique était un élément important. Mais est-ce qu'il y a eu des moments spécifiques où il y a eu un réveil juridique particulier hormis le RGPD. De facto, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu au moment déjà des levées de fonds. Et comme on en a fait quelques-unes, assez tôt dans notre histoire, j'ai eu forcément ce réveil juridique. Attention, je pense que j'avais pas totalement conscience de toutes les conséquences. Évidemment, mes avocats m'ont bien éduqué, m'ont expliqué pas mal de choses. Moi, j'ai pas une appétence particulière pour le juridique. J'ai une appétence pour ses conséquences, pour son enjeu stratégique, ce genre de choses. Ça me fait chier de lire un pacte, quoi. C'est vraiment ça me fait chier de lire t'es pas le seul, hein. mes compromis de vente. Oui, malheureusement, mais pareil, chacun a choisi sa voie. On assume ses décisions, hein. Mais ça a quand même une grande importance lorsqu'on les vit, quoi, après. Mais donc je le fais, mais c'est vrai que il y a vraiment la notion de confiance. Je pense qu'il faut bosser avec les avocats qui te comprennent. Faut bosser avec les conseils qui te comprennent. Moi, ils savent que typiquement sur les problèmes juridiques, il y a un moment où mon cerveau débranche un petit peu, dans le sens où je peux aller négocier, je peux aller au front, mais il y a un moment, Henri, vas-y, résume-moi les trucs en 3 bullet points et dis-moi comment faut que j'aille négocier les trucs. Ok, j'ai compris le problème. Rentre pas trop dans le détail parce qu'au bout d'un moment ça me saoule. Explique-moi un petit peu les conséquences et les solutions. C'est bon, j'ai compris. Bon, on y va. Mais je crois que l'ensemble des entrepreneurs, c'est ça. Ils n'ont pas envie de se plonger pleinement dans la lecture, dans l'analyse. Ils ont plutôt envie d'être guidés sur les points importants à régler, prendre les décisions sur telle ou telle option. Au bout d'un moment, c'est quoi ton taf, quoi? Ton taf, c'est de faire en sorte que la structure, une grosse partie de mon métier, voire ma mission principale, c'est de faire en sorte de donner un maximum de valeur à un asset. L'asset étant l'entreprise. Et donc, mon boulot, c'est pas de comprendre toutes les petites lignes et les petits astérisques, même si c'est une caricature, ce que je suis en train de dire, de votre boulot. C'est de faire en sorte que les problèmes soient traités à l'avantage des gens qui font partie de mon écosystème, des gens que je dois faire gagner, grosso modo. Enfin, c'est un peu bête ce que je suis en train de dire, mais c'est réel. Donc, en gros, on s'entoure de gens compétents, d'avocats, pour ensuite me mettre parfois, mettre mon DAF, mettre mes conseils juridiques dans la meilleure situation pour sortir avec le meilleur outcome, quoi. Enfin, c'est bête ce que je suis en train de dire. Si je devais résumer, un bon avocat pour toi, c'est celui qui va te faciliter quand même la vie. Ouais. C'est des fois celui qui va me parler comme un enfant de 5 ans pour me dire, Quentin, là, en fait, ce sujet-là, il te paraît pas grave maintenant, mais en fait, demain, il est grave parce qu'aujourd'hui, t'as 3 bonbons et demain, t'en auras plus qu'un si jamais il se passe ça. Et donc, en fait, ce sujet-là, il faut que tu le traites. Un truc très bête que je vois dans toutes les jeunes structures, c'est la solidité de tes premiers contrats avec des grands groupes. Bordel,
à chaque fois, ils te font signer un truc imbuvable de contrat renouvelable mensuellement ou trimestriellement et compagnie. Et au début, c'est cool parce que c'est un POC, c'est une proof of concept et donc t'es content et tatati et tatata. Et le contrat prend de l'ampleur et le contrat, il fait quelques centaines de milliers d'euros. Et là, d'un coup, t'as un grand client qui pèse 10, 15, 20% de ton chiffre d'affaires qui te tient à parler tous les mois et qui peut te menacer. Et en plus, c'est pas bien pour le client parce que la réalité, c'est que à force d'avoir peur de lui, tu lui dis pas les bonnes choses, tu lui dis pas la réalité et donc il obtient pas la meilleure chose de ton produit. Mais bon, il y a un moment, eux aussi, c'est des grands garçons, quoi. Et typiquement, c'est un truc où dès le début, ce genre de choses, faut être ferme. Faut expliquer que le contrat c'est 2 fois 3 mois et puis ensuite ça passe sur un truc 1 an renouvelable tacitement, enfin un vrai contrat de B2B SaaS classique dans mon industrie. Est-ce que tu dirais que le juridique et la longueur de tes contrats est un élément de valorisation de la boîte quand tu revends une boîte? Est-ce que c'est un truc Prends-toi un audit de Deloitte au moment de la vente de ta boîte et tu vas vite comprendre que ouais. Hein. Ah non, mais c'est évidemment. Enfin, je veux dire, ce non, parce que truc-là, c'est souvent ce qu'on répète à nos clients entrepreneurs qui sont au démarrage. Ils n'ont pas forcément conscience de cet aspect-là, en fait. Ça me rappelle t'as tous les trucs d'IP sur tes développeurs qui ont codé des lignes de code et compagnie et qui doivent céder l'IP à ce truc-là, on l'avait pas fait au début. Je me suis retrouvé à aller rechercher sur Facebook, et d'ailleurs je l'ai jamais retrouvé, mon premier stagiaire d'août 2015, développeur, dont il restait 2 ou 3... non, il restait plus de lignes de code finalement d'ailleurs, et voilà, on s'est débrouillé, je crois. C'est une histoire, je sais plus comment ça s'est terminé ce truc, mais bon, c'est pas. Là, ça me dit quelque chose. Et c'est fou comme des erreurs. C'est tout mon point. Il y a certaines erreurs, certains manquements que tu ne payes qu'à la fin des fins. Et ce truc-là, une fois que tu l'as pigé, tu comprends qu'il y a des choses à prendre au sérieux, quoi. Et il y a ce mirage de l'exit quand t'es jeune entrepreneur. Ce truc de à ce moment-là, tout sera rose. Et c'est un peu de nuance de couleur, quoi. Parce qu'il y a aussi, tu peux nous parler du fait que quand tu vends une boîte, tu as toujours une partie aussi, ça s'appelle la garantie de passif, hein, qui dépend des événements antérieurs qui se ramènent et qui montent le bout de leur nez avec les acquéreurs et qui viennent les plonger dans un litige. Évidemment, ce qui est légitime de la part de l'acquéreur, c'est normal, c'est des mécanismes de protection, c'est évident. Et ces choses-là, en fait, il faut comprendre que des vieilles erreurs peuvent avoir. Alors nous, on était heureusement des gens assez sérieux, quoi, et donc vous étiez bon élève, hein, ça on peut le dire. Au niveau juridique, en tout cas, nous on n'est pas des cow-boys. On accompagne de beaucoup d'entrepreneurs, et puis je salue Benoît aussi, qui était ton associé à l'époque. Salut Benoît, et donc du coup qui m'avait fait rentrer dans l'aventure. C'est vrai que vous aviez l'envie de bien faire les choses, et je pense que ça a été aussi un des facteurs de succès, cette envie de bien faire les choses. Je pense que Benoît, c'est une de ses grandes qualités, quoi. C'est des choses qui l'amusent un peu. Il aime bien justement s'éclater là-dedans. D'ailleurs, son métier continue d'être dans ces domaines-là, hein, dans la finance et le juridique. Donc, c'est pour des bonnes raisons. Je pense que encore une fois, on a monté cette boîte jeune, donc on a aussi découvert ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas pendant sur ce chemin-là. Et ouais, je pense que ces choses-là, on a toujours été très sérieux. Puis il y a juste un truc, c'est qu'on n'est pas des cow-boys, quoi. Enfin, moi, j'aspire à faire du business dans un cadre relativement apaisé, dans un cadre sain. Il y a suffisamment de problèmes pour pas s'en créer tout seul, quoi. Et puis souvent, moi, les trucs un peu sur le côté administratif de la France et tout, ça m'enquiquine un peu, quoi. Je veux dire, il y a le côté, les lois, souvent quand même, elles sont faites. Elles sont un peu chiantes. C'est chiant des fois de devoir gérer le réglementaire, mais c'est fait pour des raisons assez saines qui permettent aussi de régir des relations de la bonne manière, de manager des relations de la bonne manière. C'est important que quelqu'un de ton niveau le dise. Parce que c'est vrai que la réglementation n'est pas là simplement pour embêter, elle est là aussi pour protéger, pour fixer des règles et faire en sorte que les gens se comportent bien les uns avec les autres. Le droit du travail est un excellent exemple. Je veux dire, il y a un moment où les 3 mois de préavis, typiquement, ils te font chier dans un sens, ils t'arrangent dans un autre.
Donc, je veux dire, après, évidemment, Après, il peut y avoir quand même une inflation législative où finalement, peut-être même juste les avocats et encore peuvent comprendre certaines certaines réglementations. Et il y a aussi ce que tu dis sur la France. C'est vrai qu'il y a tout le temps du French bashing. Je pense que toi, tu es aussi là pour témoigner à un moment donné que en France, tu as pu avoir des opportunités, peut-être des prêts BPI, des financements aussi liés au fait que tu étais en France, start-up tech. On n'est pas des entrepreneurs super malheureux en France, je trouve. Et en tout cas, moi, je vais parler pour moi, parce qu'au final, ça regarde que moi. Moi, je suis pas un entrepreneur malheureux en France. Je suis même plutôt heureux. J'ai pas beaucoup comparé à d'autres pays, mais après, je trouve que socialement, on a des choses qui sont relativement justes. Il y a des impôts que je suis content de payer. Il y a des règles qui me font un peu plus chier que d'autres, mais au final, elles servent à d'autres gens. Enfin, je trouve qu'on se pose quand même beaucoup de questions. Et qu'au final, la gestion de notre entreprise, elle dépend que de nous. Que quand on monte un business, on connaît les charges sociales sur les salaires, on connaît les niveaux de taxes, et donc normalement, on crée un business model qui est raccord avec la législation dans laquelle on évolue. Enfin, c'est des trucs dont je suis en train de parler, mais moi, si je dois être un peu cash, je crois que c'est le but. Quand on fait travailler des gens au black en disant que les charges sont trop lourdes, moi je me pose des questions. C'est augmente tes prix quoi. Enfin, je sais pas, c'est normalement tu t'évolues dans un système juridique, il est connu d'avance, les règles du jeu elles changent un peu, mais quand même, c'est à toi de jouer avec les cartes que t'as dans les mains. J'aimerais te poser une dernière question. Si tu devais parler au petit Quentin que tu as été et que tu pouvais le faire, Elle serait longue. quelle conversation tu aurais avec lui? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu pourrais lui donner? Très compliqué a posteriori comme question, je trouve, parce que encore une fois, c'est facile de réécrire l'histoire et je sais pas si j'aurais su répondre. Donc pour expliquer le fond de ma pensée, je pense que j'aurais essayé un maximum de m'aligner avec mes valeurs. Mais la réalité, c'est est-ce que mes valeurs d'hier, c'est mes valeurs d'aujourd'hui? Et c'est pour ça que je trouve que cette conversation, elle serait peut-être un peu compliquée. Il y a énormément de choses sur mes convictions sociales, mais elles ont beaucoup évolué ces dernières années. Et donc je sais pas quelle aurait été la réponse du petit Quentin, grosso modo. Mais je crois que si tu arrives à aligner ta manière de conduire un business avec ce que tu veux, il y a un côté un peu égoïste, hein. Parce qu'il y a plein de manières de shaper un business en fonction de ses valeurs. Et encore une fois, il y a plein de mécanismes juridiques, je pense, qui le permettent. Mais donc, je trouve que si tu arrives à aligner la manière dont tu conduis ton business avec tes valeurs, de manière assez égoïste, mais égoïste dans le sens qu'est-ce qui, moi, va me nourrir et donc qu'est-ce qui va être important pour mon business. Je parlais de le partage de la valeur est un excellent exemple, je trouve. Ça te donne une ligne de conduite qui donne beaucoup plus de cohérence à énormément de décisions, te rend plus lisible auprès de ton écosystème, auprès de tes collaborateurs, auprès de tes associés parfois. Normalement, tu le décides avec tes associés d'ailleurs. Et donc, je pense que ce serait le conseil que je donnerais. Le petit bémol que je mets là-dedans, c'est que je crois qu'il y a un niveau de sincérité nécessaire à ce genre de conversation. Et moi, je pense qu'avec Alex, Benoît, Yvan, soit on savait pas, soit parfois on n'était pas sincère. Je donne un exemple super concret. Quand est-ce qu'on sort ? Est-ce que la sortie prématurée d'un fondateur ou un cofondateur, elle est acceptée dans quelles conditions ? Ces discussions, à chaque fois que j'en parle avec des copains entrepreneurs, ils disent qu'ils les ont eues et c'est hyper marrant. Tout le monde sort en disant non mais moi je sors en même temps que tout le monde, je sors au bout, je sors au moment du grand jeu, au moment de l'exit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vois plein de gens déménager, je vois plein de gens partir, qui ont des envies de faire le tour du monde, qui ont des gens qui au bout d'un moment sont fatigués, sont cramés et finalement je suis sûr que si on creuse, ils disent que vas-y si je prends 300 000 maintenant j'y vais. Et cette conversation, je pense que les gens disent les avoir mais que c'est des conversations de façade. Et je pense que si on écrit les règles du jeu très tôt, si on se crée des rituels en se disant ok, est-ce que cette conversation on l'a fréquemment ? C'est quoi les règles du jeu de cette conversation ? Est-ce qu'on peut se rapporter à cette règle du jeu originelle ? Toutes ces choses-là, elles vont te permettre de solidifier, encore une fois, de gagner de la consistance. Je ne sais pas si je suis très clair, mais de la consistance dans ton business. C'est la charte des valeurs de ton association et la charte, les règles du jeu de ton association, quoi. Et tu as le droit de les updater. Oui, bien sûr, bien sûr. Et évidemment, tu changes
Quentin, Alex, Benoît, Yvan de 2015-2016 sont très différents des gens de 2023, 2024, 2025. Et puis ta structure, elle peut changer, elle peut évoluer. Je prends l'exemple de Jean-Philippe et moi, on a associé du coup Myriam. On a une structure par nature, elle évolue. Bah déjà, tu as une voix en plus maintenant, donc évidemment, c'est plus la même. Et le but, c'est c'est aussi potentiellement à un moment donné de faire quelque chose de plus en plus coopératif du côté du cabinet. Et ça, c'est une valeur profonde aussi qu'on a. Je pense que c'est un élément dans la manière dont tu t'entoures de conseils. C'est vraiment mieux si tu arrives à avoir une relation de proximité avec tes conseils. S'ils arrivent à te comprendre toi, s'ils ont cette intelligence de comprendre qu'un conseil à Quentin est pas le même qu'un conseil à Henri ou à Jean-Philippe. C'est super important de comprendre ça. Ça me fait penser juste une chose. Est-ce que tes conseils ont évolué avec toi ? Tu les as sentis changer avec le temps ? Bah, ils ont pas que moi comme client, mais ce que je peux dire, c'est que leur regard sur moi, lui, je suis sûr et certain qu'il a changé. Qu'ils me comprennent beaucoup mieux. Mais peut-être aussi que j'ai plus, encore une fois, de rigueur sur qui je suis maintenant. Mais je pense qu'ils me comprennent beaucoup mieux. Je peux être caricatural, moi, dans mes façons de penser, dans mes façons de parler, etc. Enfin, je suis assez facile à lire, finalement, je pense, maintenant. Et bah, maintenant, je sais que il y a certaines choses qui les amusent, certaines choses où, je suis un petit peu différent des autres. Et il y en a d'autres qui sont différents pour d'autres raisons. Et donc, ces choses-là, je pense qu'ils les prennent en considération. Donc, en tout cas, leur comportement par rapport à moi, leur manière de gérer les dossiers qui concernent Quentin a fondamentalement changé. Ça, c'est sûr. J'en ai un exemple super concret qui va vous faire marrer et qui est hyper important. Moi, je pense que mes conseils, c'était vraiment ma vraie équipe resserrée. C'est un truc de dingue, comme depuis l'exit, je vois beaucoup mes conseils, on se fait des dîners chez les uns, chez les autres. Conseils financiers, banque d'affaires, conseils juridiques, avocats, etc. Je crois que on doit en être au 4e ou 5e dîner de closing, là. Et c'est assez rigolo. Et je suis toujours très content, et on est toujours très content. On a une boucle WhatsApp, ça répond très vite sur la boucle WhatsApp. C'est assez rigolo. Et un truc tout, c'est moi je suis de Dunkerque, je suis du Nord et j'aime la bière. Bah c'est mais maintenant quand j'invite les gens chez moi, ils viennent avec de la bière. Et c'est un truc bête au possible, mais c'est la preuve qu'on a fini par comprendre qui on était les uns et les autres. Évidemment que j'espère que les conseils s'arrêtent pas là, que la compréhension s'arrête pas là, mais il y a des petits signaux comme ça mon point, c'est que plus la relation, on arrive à la faire durer de manière saine, évidemment, faut pas rester avec un conseil pour rester avec un conseil, mais quand on y arrive, il y a des choses qu'ils vont comprendre certains drivers, ils vont comprendre certaines envies de legacy, de partage de valeur, ils vont comprendre ce que c'est que la notion de succès pour toi entrepreneur en fait, et donc ils vont shaper, ils vont écrire les choses qui vont correspondre à ce que toi t'entends comme étant le succès. Nicolas Fouché, dans un podcast précédent, disait, du coup, que vous pouvez retrouver, je crée ma Dream Team financière, je crée ma Dream Team juridique. Et en fait, même nous, on est avec des clients qui ont fait des exits, qui ont vendu des boîtes. Et en fait, on les suit. Ce qui est bien, c'est quand on peut rester d'ailleurs dans la boîte précédente et suivre le nouveau client. Ça, c'est pas mal. Ça arrive pas toujours, mais en tout cas, voilà. Donc, et c'est vrai qu'à un moment donné, créer autour de toi ça peut être un mentor, ça peut être des conseils, des avocats qui sont des gens qui te connaissent, avec qui tu auras un lien de confiance extrêmement fort et qui t'auront connu dans des moments, oui, quand on fait une levée de fonds, un exit, c'est des moments qui peuvent être très durs. Ils auront été à tes côtés et ils auront progressé avec toi et voilà, c'est vrai que c'est fondamental. Et je réfléchis en même temps, mais que ce sont les seuls qui auront toujours leurs intérêts alignés avec les tiens. Et donc, dans des moments difficiles, parfois, ce sont les seuls avec qui tu peux parler. Et ça, c'est super important. Merci Quentin pour ce témoignage. Merci Quentin, c'était top. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager à des entrepreneurs que ça pourrait aider. Évidemment, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Faites connaître le réveil juridique et comprenez l'importance du juridique pour développer et passer du clash au cash.